Cuba, c'est une des études à laquelle on procède quand on étudie la guerre froide en première. Et Cuba, c'est un peu le paroxysme de la guerre froide, c'est la crise par excellence, et c'est la raison pour laquelle on s'y attarde. Alors, quel est le contexte? D'abord, le contexte international, où en est-on des relations américano-soviétiques à ce moment-là? On est dans une situation assez compliquée, puisque formellement, on est dans le cadre de ce qu'on a appelé la coexistence pacifique, qui a été voulue par les soviétiques à partir de 1956, mais les relations demeurent extrêmement tendues à ce moment-là entre les deux grands. Il y a des problèmes extrêmement chauds. On peut penser notamment à la question de Berlin, qui s'est beaucoup aggravée à la fin des années 1950, à partir de l'ultimatum de Khrouchtchev en 1958. Au plan régional, que se passe-t-il? Cuba est une île qui est au large de la Floride, à proximité des côtes américaines, et en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Alors, il nationalise les entreprises américaines qui étaient solidement installées sur l'île, il provoque la fuite de Cubains qui étaient opposés à Castro, et les Américains répondent à ces nationalisations par un embargo, c'est-à-dire par l'arrêt des relations commerciales, économiques, financières avec Cuba, ce qui va pousser Castro dans les bras des Soviétiques, qui, évidemment, voient là une occasion d'avancer un pion sur l'échiquier de la guerre froide. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette prise de pouvoir par Castro à Cuba ébrèche en quelque sorte la fameuse doctrine Monroe, qui date de 1823, et qui stipulait que le continent américain devait rester en quelque sorte sous le contrôle des États-Unis. Donc le communisme, enfin disons le socialisme, parce que Castro n'est pas formellement communiste à la base, s'approche dangereusement aux yeux des Américains des côtes américaines. Alors, quelles sont les grandes étapes du déroulement de cette crise? Nikita Khrouchtchev, qui est à la tête de l'Union soviétique à l'époque, profite de la situation pour décider d'installer sur l'île de Cuba des missiles nucléaires et des rampes de lancement de missiles nucléaires, avec comme motif le projet de protéger Cuba d'une éventuelle invasion américaine, puisque les Américains, en 1961, avaient tenté un débarquement qui a lamentablement échoué, le débarquement de la baie des Cochons. Le 14 octobre 1962, les Américains réalisent la gravité de la situation lorsqu'un avion espion survole l'île de Cuba, prend des photographies et prouve que des missiles nucléaires sont en train d'être installés sur l'île. Au même moment, les Soviétiques font partir des convois maritimes en direction des États-Unis, chargés eux aussi de missiles nucléaires, et accompagnés de sous-marins dont on sait aujourd'hui, on ne le savait pas à l'époque, qu'ils étaient eux-mêmes équipés de torpilles nucléaires. Donc on est dans une situation extrêmement inquiétante pour les Américains. La réaction américaine intervient le 22 octobre 1962, lorsque le président Kennedy s'adresse aux Américains, et on a envie de dire au monde entier, à la télévision, et décrète d'une part un blocus de l'île de Cuba, c'est-à-dire un encerclement militaire de l'île qui interdit à des navires étrangers d'accoster, et d'autre part menace l'Union soviétique de représailles atomiques si jamais la situation venait à dégénérer. Alors, évidemment, ce discours a fait un effet considérable à l'époque, parce qu'on a dit que John Kennedy avait négocié au bord du gouffre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Kennedy sait très bien, lui, ce qu'il a en tête. Une fois qu'il a promis aux Soviétiques le feu nucléaire en cas d'attaque, il doit s'en tenir à ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il dit cela, il ne sait pas ce que Khrouchtchev a en tête. Et jusqu'à quel point Khrouchtchev est décidé à mener cette opération à son terme. Alors, après quelques jours de tension extrême, la résolution de la crise est une résolution finalement diplomatique, c'est-à-dire que Khrouchtchev se rend compte qu'il n'a pas intérêt à pousser le bouchon trop loin, et la crise va se résoudre par le retrait des missiles soviétiques de Cuba,
compensée par le retrait de missiles américains qui étaient stationnés en Turquie, la Turquie faisant partie de l'OTAN. Deuxième élément de la résolution du conflit, les Américains s'engagent à ne plus essayer d'envahir l'île de Cuba. Alors, quelles sont les conséquences de cette crise? D'abord, on peut se demander qui est gagnant, qui est perdant. On a envie de dire Khrouchtchev est gagnant parce qu'il a obtenu quelque chose, le retrait des missiles américains, sans vraiment perdre grand-chose, puisqu'il n'y avait pas de missiles soviétiques avant 1962. Mais au final, Khrouchtchev l'a payé quand même relativement cher, puisque 2 ans plus tard, en 1964, il est évincé de son poste, et on pense que c'est une conséquence directe de la crise de Cuba. Cette crise va par ailleurs signifier la rupture avec la Chine, qui condamne l'URSS, qui condamne l'aventurisme de Khrouchtchev qui a pris des risques énormes, et au final, Kennedy peut apparaître, avec la sagesse diplomatique dont il a fait preuve, comme le gagnant de cette affaire. On peut se demander aussi si Kennedy ne l'a pas payé de sa vie, puisque parmi les hypothèses qui circulent autour de la mort du président américain, il y a celle qui incrimine des Cubains anticastristes qui auraient fait assassiner Kennedy. On n'en sait rien, le clair n'a jamais été complètement fait sur cette affaire, et qui auraient espéré que son successeur serait revenu sur la promesse de ne pas envahir Cuba. La conséquence principale, c'est l'instauration d'une nouvelle période de la guerre froide, qu'on appelle la détente. On est passé très près de la catastrophe, et on va mettre en place un certain nombre de moyens pour éviter qu'une guerre nucléaire se produise. On va commencer à songer au premier traité de limitation des armements, on va interdire les essais nucléaires dans l'atmosphère. En 1963, on met en place le téléphone rouge, qui permet aux dirigeants soviétiques, dirigeants américains, de communiquer de façon immédiate en cas de crise. Alors en conclusion, il faut dire que cette affaire a laissé des traces durables, puisque Cuba est resté un régime socialiste au large des États-Unis, et comme un abcès pour les Américains, c'est-à-dire que les Américains doivent tolérer l'existence d'un régime ennemi à leur porte. Régime ennemi qui va d'ailleurs participer à la déstabilisation de l'Amérique centrale dans les années 70, au Salvador, au Nicaragua, etc. Par ailleurs, le régime d'embargo qui a été décrété dès 1962 est un régime qui reste en place encore aujourd'hui, même si, comme on le sait, si on suit un peu l'actualité, les relations entre Cuba et les États-Unis sont en train de s'améliorer.